parce qu'il s'est éloigné du père, en l'occurrence MBS, a réussi à revenir sur la scène internationale après Khashoggi, après que Biden ait dit non, je ne veux plus parler avec lui, etc. Et qu'il représente quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on n'aime pas l'Arabie Saoudite, je ne suis pas très fan, en tout cas, comme vous le savez, puisque vous avez écrit un bouquin là-dessus et sur lui, une sorte de personnage qui, quelle que soit son image ou son côté, aujourd'hui est un incontournable dans la scène internationale, et surtout quand, comme contrepoids évidemment à l'Iran, avec lequel on veut absolument pas. Que, en fait, depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, on a très peu entendu les Émirats, ce qui est assez surprenant en général. En tout cas, depuis les printemps arabes, ils sont à tous les détours de la politique régionale. Ils essayent d'influencer, de s'ingérer. Ils ont mis un terme également à l'ensemble des processus démocratisants pour réimposer des hommes forts dans un certain nombre de pays. Et là, on ne les entend pas en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, ces accords, en réalité, depuis la guerre, battent de l'aile. Le personnel diplomatique israélien a quitté Bahreïn, il a quitté le Maroc, le Soudan, n'en parlons pas, je pense que le Soudan a d'autres priorités. Et du côté émirati, tout va bien, Madame la Marquise, en réalité, puisque le business entre les Émiratis et les Israéliens est très fort depuis 1996, et l'officialisation de ce commerce, mais également de ces relations bilatérales, n'a eu de cesse que de s'accroître depuis 2020. Donc les Émiratis peuvent, à l'heure actuelle, non pas se positionner comme un médiateur, puisqu'on voit bien que c'est le Qatar qui a la part belle actuellement, parce qu'ils accueillent les dirigeants du Hamas, comme leur ont demandé les Israéliens et les Américains, mais que dans l'après, il est probable que les Émiratis, qui accueillent notamment Mohamed Darlan, l'ancien chef de la sécurité préventive à Gaza, et qui représente éternellement, avec Marwan Barghouti, une alternative au sein de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, je pense que les Émiratis vont nous sortir la carte de Mohamed Darlan, qui n'est pas très apprécié en réalité en Cisjordanie, corrompu, assez filou, mais probablement pour contrer le succès du Hamas, parce que à l'heure actuelle, en Cisjordanie, en termes d'intention de vote, c'est aller très vite, mais le Hamas a une cote extrêmement élevée. Donc il est possible que les Émiratis, pour le compte des Israéliens et dans l'intérêt d'Israël, puissent pousser la carte de Mohamed Darlan et servir à la fois la belle relation qu'ils ont avec les Israéliens. Donc les Émiratis, c'est vraiment un cas à part au sein même de la Oumma, si je puis dire, de la communauté musulmane, et c'est à l'heure actuelle le pays qui a la relation la plus forte avec Israël, ce qui lui rend évidemment la tâche extrêmement compliquée pour continuer à faire croire que les Émirats puissent avoir un moindre intérêt à l'heure actuelle pour cette cause palestinienne dont on a très peu entendu les dirigeants critiquer en tout cas les bombardements israéliens contre les civils à Gaza. La fin du cauchemar, une franco-israélienne a été libérée ce soir par le Hamas après quasiment 2 mois de captivité. Miachem a été remise à la Croix-Rouge avec une autre otage. D'autres devraient être libérés dans les prochaines heures et ce, malgré l'attaque terroriste qui a fait 3 morts ce matin à Jérusalem. Attaque revendiquée par le Hamas. Pour Sébastien Boussois, chercheur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient et du terrorisme, elle pourrait être le signe d'une division interne au sein de l'organisation palestinienne. Il est possible qu'une frange encore à identifier à l'intérieur même du Hamas ait décidé de commettre cet attentat pour se désolidariser des négociateurs du Hamas qui sont notamment au Qatar. Il est probable que d'un côté, il y ait un Hamas considéré déjà comme traître, voire corrompu et collabo avec Israël, que ces négociateurs soient confrontés à des courants beaucoup plus extrémistes au sein même de l'organisation islamiste qui, eux, ne veulent pas négocier avec Israël, un pays en plus qu'ils ne reconnaissent pas et dont ils souhaitent la destruction. Et on l'a appris il y a quelques minutes, les négociations en coulisses avec les médiateurs égyptiens et qatariens notamment sont toujours en cours. Conséquence de cette trêve qui a expiré, les combats entre les deux camps ont repris. C'est ce qu'annonce ce matin l'État hébreu qui a mené plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza où un immense nuage de fumée s'est dégagé. Vous avez découvert l'image tout à l'heure. Gaza, d'où plusieurs roquettes ont été tirées faisant retentir
des sirènes d'alerte de l'autre côté de la frontière en Israël. C'est bien sûr une bien mauvaise nouvelle pour les Gazaouis. En une semaine de trêve, plus de 1000 camions d'aide humanitaire sont parvenus jusqu'à eux. Un bol d'air, bien sûr, pour eux qui manquent de tout. Aide bienvenue, mais néanmoins, vous allez le voir, infime. On peut encore espérer une trêve peut-être annoncée dans la journée ? Une trêve par essence est provisoire comme l'est un cessez-le-feu, tant qu'on n'aura pas réglé durablement cette question de mettre un terme à la guerre. On voit bien qu'on peut aller comme ça de jour en jour, de trêve après trêve. Je rappelle quand même que cette trêve a permis de libérer 80 otages israéliens et 240 otages palestiniens, mais prisonniers palestiniens, mais personne n'est dupe sur la nature même des personnes qui ont été libérées. En réalité, les Palestiniens, enfin le Hamas reproche à Israël d'avoir libéré des prisonniers qui n'étaient pas stratégiques. En réalité, ce que veut le Hamas, c'est la libération de prisonniers tels que ça avait été le cas au moment de la libération de Gilad Shalit, le soldat par exemple, c'est-à-dire des cadres ou des personnes qui sont emblématiques et symboliques. Et du côté israélien, le Hamas continue à garder en otage les personnes les plus intéressantes, si je puis dire, pour elles, c'est-à-dire les soldats comme les hommes adultes. À ce stade-là, on a aujourd'hui seulement un tiers des otages qui ont été libérés et on continue à aller dans le mur parce qu'au-delà des bombardements à Gaza, au-delà de la situation humanitaire tragique à Gaza, Benjamin Netanyahou joue aussi son poste. Il a été largement pris en flagrant délit d'insécurité et d'incapacité à protéger les Israéliens, aussi bien le 7 octobre qu'hier avec l'attentat qui a été revendiqué par le Hamas, et que pour lui son objectif de détruire totalement le Hamas est à mon avis un peu illusoire et en tout cas éloignerait de toute façon la possibilité de libérer l'ensemble des otages. On est vraiment dans une situation, si elle n'était pas tragique, totalement ubuesque. Benjamin Netanyahou, qui est Sébastien Boussois, en équilibre instable. Le New York Times nous a appris que son gouvernement aurait été au courant de ces informations, de cette attaque du Hamas il y a un peu plus d'un an, mais qu'il n'a pas pris cette information au sérieux. Ces informations, de votre point de vue, sont crédibles ? Écoutez, ça fait des années, voire des décennies en réalité, qu'Israël joue avec le feu. Déjà en 1987-88, avec la création du Hamas, Israël n'y était pas n'avait pas totalement rien à voir. Et depuis des années, l'objectif est de déstabiliser cette autorité palestinienne qui est pourtant sous la coupe d'Israël en matière de sécurité. On a retrouvé les propos de Benjamin Netanyahou de 2019 qui incitait et qui encourageait à soutenir le Hamas pour, encore une fois, fragiliser l'autorité palestinienne, mais surtout pour empêcher la création d'un État palestinien. Je pense que l'information du New York Times, c'est à peu près à l'image des informations finalement du temps de la guerre de Kippour en 1973, où Golda Meir avait toutes les informations clés en main qu'une attaque était en train de se préparer, mais qu'elle ne voulait pas y croire. Et probablement que dans l'hubris israélienne, il y a souvent un sentiment qui fait qu'on se croit véritablement super protégé et invincible, et on voit bien que le 7 octobre, la situation a totalement dégénéré, qu'en plus Benjamin Netanyahou avait aussi fragilisé le front de sécurité au sud d'Israël pour renforcer la sécurité des colons en Cisjordanie. Et quand on habille Pierre pour déshabiller Paul, ou l'inverse évidemment, on voit bien que, y compris l'armée israélienne, a mis des heures et des heures pour arriver à l'endroit du drame, à la frontière de Gaza. Selon vous, Sébastien Boussois, à qui profiterait une nouvelle trêve de 24 heures ? On parle souvent du Hamas. Serait-il en train de se réorganiser ou absolument pas, selon vous ? Quel est votre sentiment ? On voit que l'attentat d'hier, un peu farfelu, si je puis dire, montre qu'il peut y avoir à terme probablement des scissions au sein du camp du Hamas. C'est-à-dire que les cadres ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'à partir notamment les dirigeants qui négocient avec le Qatar, savent très bien que leur avenir est en jeu à partir du moment où ils n'auront plus de monnaie d'échange, à partir du moment où il n'y aura plus d'otages. Donc soit ils craignent que le Qatar les lâche considérés comme pro-américains et plutôt pro-occidental, soit ils reçoivent un soutien encore une fois renforcé de l'Iran qui lui reste de toute façon l'ennemi absolu et des Occidentaux et d'Israël. Il est possible que l'Iran ait pu largement influer sur ce qui s'est passé hier pour déstabiliser les négociations, mais également quelque part pour un peu humilier le Qatar quand même. Donc la trêve en elle-même, elle devrait bénéficier à tout le monde pour la libération, parce que ce soit les otages israéliens
Palestiniens qui sont dans une situation absolument intenable, ou que ce soit les prisonniers palestiniens qui ont été libérés récemment, ce sont des gamins de 14 à 18 ans qui se retrouvaient en prison dans les geôles israéliennes sans quelque forme de procès que ce soit. Donc ça aussi est tout à fait illégal et improbable. Donc on est en fait dans des libérations de personnes qui n'ont rien demandé à personne des deux côtés et qui posent véritablement problème. Donc aujourd'hui, on voit bien que les questions sont ailleurs. Beaucoup discutent déjà de l'après. Beaucoup d'articles sortent en ce moment sur l'après-guerre, sur ce qu'on fera de l'autorité palestinienne, sur la succession qu'il faudrait à terme évidemment envisager de Mahmoud Abbas et sur le sort de Hamas, qui est tout sauf simple, puisque le Hamas caracole en tête des intentions de sondage s'il y avait des élections en Cisjordanie demain. Merci beaucoup Sébastien Boussois, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup Sébastien Boussois. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de géopolitique, un grand entretien pour éclairer l'actualité internationale. Ce jeudi s'est ouverte la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Si le choix de cette pétromonarchie pour accueillir un sommet sur l'urgence climatique a pu faire réagir, c'est une preuve supplémentaire de la place toujours plus importante que prennent les Émirats sur la scène internationale. Alors, ce nouvel acteur géopolitique incontournable émirati, on va en parler avec vous, Sébastien Boussois. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en géopolitique et auteur de ce livre « Émirats Arabes Unis à la conquête du monde » publié en 2021 chez Max Milo. Alors, première question, que représente l'organisation de cette COP28 pour les Émirats et comment ont-ils obtenu d'être le pays d'accueil de cet événement ? Je dirais que les Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans une logique depuis plusieurs années de briller sur la scène internationale et petit à petit aussi d'obtenir des événements qui sont des références pour les Occidentaux. Et les Émirats Arabes Unis, depuis des années, cherchent à obtenir l'organisation de grands événements tels l'exposition universelle. Ils ont chaque année un très grand salon de l'armement militaire qui est aujourd'hui le premier salon au monde. Et puis on voit bien que dans la région, les Émirats, comme le Qatar et comme d'autres pays voisins, cherchent à décrocher l'organisation de ce type d'événements, la Coupe du Monde au Qatar, mais également les Jeux Olympiques d'hiver, notamment en Arabie Saoudite. Tout ça s'inscrit dans une stratégie de diplomatie culturelle, de diplomatie d'influence, ce qu'on appelle en géopolitique, vous savez bien, le soft power.